En accueillant cet événement planétaire qu'est la Coupe du Monde de football, le Qatar se retrouve exactement là où il voulait être, au centre de l'attention internationale. C'est le fruit d'une diplomatie sportive méthodique, mais pas seulement. Le petit émirat du Golfe est très ambitieux. Il veut s'imposer comme un acteur international incontournable. On l'a vu avec son rôle de médiation pendant l'évacuation de Kaboul en Afghanistan. Fort de sa richesse gazière, il veut aussi apparaître comme un acteur qui parle à tout le monde. Mais ce succès agace. Le Qatar n'a pas que des amis. Il se veut aussi un symbole de modernité au Moyen-Orient. Mais là encore, il est l'objet de critiques, en particulier en raison du traitement qu'il réserve aux travailleurs migrants. En tout cas, c'est un incroyable rebond pour ce pays, un temps accusé de lien avec le terrorisme et montré du doigt pour ses relations avec les frères musulmans. C'est un pays minuscule par la taille, mais extrêmement bien situé. 11 500 km², c'est la taille à peu près d'un gros département français. C'est une péninsule désertique qui s'avance un peu comme un doigt dans le golfe Persique. Un positionnement idéal sur le plan commercial. 160 km de long, 80 km de large. C'est aussi un pays très densément peuplé, 3 millions d'habitants, dont la plupart se trouvent autour de Doha, la capitale, ou au sein de Doha, la capitale. Le Qatar a aussi de grands voisins, tout proches. L'Arabie Saoudite, évidemment, à seulement 50 km de Doha. Bahreïn au nord, les Émirats au sud. Et puis un autre grand voisin, par la mer, l'Iran, à 300 km. C'est la distance entre la Corse et Nice. C'est aussi un pays de forte immigration. La moitié de la population est d'origine étrangère, en particulier ses employés venus pour l'essentiel du sous-continent indien. En tout cas, tout cela donne au Qatar un emplacement idéal pour jouer les médiateurs sur la scène internationale. L'histoire du Qatar est indissociable de celle d'une grande famille, les Al Thani, et de leur volonté affichée d'indépendance. Comme tous les pays de la région, l'histoire du Qatar a d'abord été structurée pendant des millénaires par les tribus, et aussi par de multiples influences extérieures, assyriennes, grecques, perses, chrétiennes, musulmanes, turques, britanniques. À partir du XVIIe siècle, une famille va donc s'imposer progressivement, les Al Thani. En 1971, le Qatar acquiert son indépendance et refuse, lorsque le protectorat britannique s'achève, refuse de s'associer à ses voisins qui vont fonder les Émirats arabes unis, désormais voisins et rivaux. À partir de là, les Al Thani se succèdent au pouvoir. C'est une monarchie familiale, absolue, mais désireuse de renvoyer désormais une image de modernité. C'est le cas depuis le père de l'émir actuel. L'émir actuel, c'est Tamim Ben Hamad Al Thani. Les liens du Qatar avec les frères musulmans l'ont également conduit à soutenir le mouvement palestinien Hamas et aussi à soutenir les soulèvements arabes à partir de 2011. Les grandes monarchies sunnites wahhabites de la région, l'Arabie saoudite, les Émirats, l'ont mal pris, d'autant plus que le Qatar entretient aussi des relations avec le rival chiite, l'Iran. L'Arabie saoudite, les Émirats ont donc imposé un blocus commercial très strict à partir de 2017 au Qatar, mais ils ont échoué dans leur entreprise et à partir de 2021, ce blocus a été levé, succès symbolique très fort du Qatar. C'est le socle de la puissance du Qatar, une immense richesse liée aux matières premières qui est mise au service du projet géopolitique. La découverte de pétrole dans les années 1940 et surtout de beaucoup de gaz à la fin du XXe siècle ont transformé le pays radicalement d'un pays pauvre en un pays riche, une ascension fulgurante. Aujourd'hui, c'est l'un des 10 pays les plus riches de la planète si on examine le PIB par habitant. Le chômage est inexistant, l'espérance de vie, 80 ans. Le Qatar est le premier producteur au monde de gaz liquéfié. Il possède les plus importantes réserves de la planète avec la Russie et l'Iran. Le gaz, c'est 60% des exportations du Qatar. Et le fait qu'aujourd'hui les Occidentaux cherchent à couper avec le gaz russe a rendu évidemment le petit émirat du Golfe encore plus courtisé. Et le Qatar a eu l'intelligence d'investir les milliers de milliards qui en découlent, en créant un fonds souverain gigantesque, l'un des plus grands au monde, en achetant à l'étranger des grands magasins, des hôtels, des clubs de foot, le PSG évidemment en France, une grande partie du Sporting Braga au Portugal aujourd'hui,
en créant la chaîne Al Jazeera il y a 25 ans, désormais la plus importante chaîne arabophone au monde, 80 bureaux dans 80 pays dans le monde. En développant une grande compagnie aérienne, Qatar Airways, forte aujourd'hui de 230 appareils, on a vu son rôle lors de l'évacuation de Kaboul en Afghanistan, en achetant aussi beaucoup d'armes, notamment à la France, des dizaines de Mirage et de Rafale. Mais il y a de nombreuses zones d'ombre. Les circuits de financement sont accusés d'opacité par de nombreuses ONG. Et puis surtout, l'économie du Qatar repose en grande partie sur une main-d'œuvre massive importée essentiellement du sous-continent indien, des Indiens donc, des Bangladeshis, des Népalais, surexploités et soumis jusqu'à il y a peu à la kefala, une sorte de soumission à l'employeur. Sous pression de la communauté internationale, avec l'arrivée de la Coupe du monde de football, la kefala a été officiellement supprimée. Officiellement seulement, car dans les faits, les droits des travailleurs immigrés restent très sommaires. Et puis Amnesty International affirme que des milliers de morts de travailleurs migrants restent inexpliqués, notamment sur les chantiers de construction des stades. Le Qatar dément. En tout cas, en résumé, cette immense richesse, née du gaz pour l'essentiel, permet au Qatar de s'affirmer sur la scène internationale. Sur le plan intérieur d'abord, le droit au Qatar, c'est d'abord celui d'une famille et d'une religion. La charia est la base de la loi. Et même s'il y a une constitution depuis 2004, censée refléter la volonté du peuple, même s'il y a eu des élections législatives en 2021, c'est bien la famille Al Thani qui tient les rênes. Elle nomme directement un tiers des députés, elle détient tous les postes de pouvoir. Il n'y a pas de femmes élues, même si elles sont nombreuses à l'université. Les relations entre personnes de même sexe sont interdites. Sur le plan international maintenant, il faut retenir essentiellement un accord militaire. Il lie le Qatar aux États-Unis. Washington possède dans le Petit Émirat sa base la plus importante dans la région, la base d'Al Udeid, qui peut abriter jusqu'à 10 000 hommes. C'est un facteur majeur, le Qatar est donc lié aux États-Unis. Il y a donc d'abord l'ambition forte de cette famille, les Al Thani. Le père de l'émir actuel a donc été le premier à chercher à développer l'influence internationale du Qatar. Son fils aujourd'hui au pouvoir, Tamim, a encore accéléré le processus. En grande partie formé en Occident, notamment à Londres, anglophone, francophone, francophile aussi, c'est un homme cultivé et adroit. Il veut apparaître comme celui qui parle à tout le monde, aux Iraniens comme aux Américains, aux talibans afghans, aux Chinois, aux Européens, et aussi à la Russie de Poutine. Il imagine Doha comme une sorte de Genève du XXIe siècle. Mais cette ambition cache des aspects plus opaques sur la nature exacte des relations avec les groupes islamistes comme le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, le Front al-Nosra en Syrie, sur les circuits de financement de l'islam en Europe, en France en particulier. Et puis le pouvoir admet assez mal la critique, par exemple sur l'impact climatique de la Coupe du monde de football, la construction des stades, le coût des transports ou des logements. Et puis comme la famille Al Thani contrôle tous les leviers du pouvoir, par exemple le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères sont également des Al Thani, il est difficile de savoir exactement ce que pense la population, même si les sommes investies dans l'éducation ou la santé sont telles depuis 40 ans que cela garantit forcément un certain soutien populaire. Depuis une quinzaine d'années, le Qatar a misé délibérément sur le sport comme un outil d'influence, un levier de soft power pour cultiver aussi une image propre et lisse à l'international. C'est le reflet d'une passion personnelle de l'émir pour le sport, mais c'est surtout une clé de voûte diplomatique au service de cette ambition internationale. Le pays a déjà accueilli les Jeux asiatiques en 2006, les Jeux panarabes en 2011, les championnats du monde de handball en 2015, les mondiaux d'athlétisme en 2019. Cette diplomatie passe aussi par l'audiovisuel et les droits du sport avec le groupe spécialisé beIN Sport. Et en devenant le premier pays arabe à décrocher la Coupe du monde de football, le Qatar marque évidemment des points par rapport à ses voisins. Il a donc investi sans compter 7 milliards rien que pour les stades, 36 milliards rien que pour le nouveau métro. Le Qatar est en plus déjà chargé d'organiser la future Coupe d'Asie des Nations en 2023 et son objectif suivant, ce sont les Jeux Olympiques en 2036. Mais c'est un pari qui comporte des risques. Cela attire l'attention internationale sur les faces cachées, les travailleurs migrants, le climat, et c'est aussi un pari qui suscite des jalousies. Les voisins, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Bahreïn ne seraient pas mécontents de voir le Qatar échouer.